Avant de recevoir Helmut Kohl pour préparer les prochaines échéances européennes, Jacques Chirac s'adresse aux Français pour rappeler sa ferme volonté de tenir les engagements européens de la France. À 5 jours du premier tour, invité du journal, Lionel Jospin en direct de Montpellier, qui aura donc l'occasion de réagir aux propos présidentiels. Dans l'actualité également, la grève des pilotes d'Air France, la moitié des vols courts et moyens courriers supprimés aujourd'hui et demain. Publication d'un rapport tout à fait accablant de Médecins sans frontières dans l'ex-Zaïre. Près de 200 000 réfugiés rwandais sont toujours portés disparus. Madame, Monsieur, bonsoir. Jacques Chirac dîne actuellement à l'Elysée avec le chancelier allemand Helmut Kohl afin de préparer les prochains rendez-vous européens qui ont pour objectif de moderniser les institutions de l'Union. Avant ce sommet informel franco-allemand, le chef de l'État a enregistré une déclaration visant, je cite, à confier aux Français dans quel état d'esprit il aborde cette rencontre. À nos entreprises, à nos chercheurs, à nos créateurs, l'Europe apportera le nouvel espace dont nous avons besoin pour innover, pour créer de l'activité, des emplois, pour retrouver le chemin de la prospérité. Au gouvernement, l'Union permettra, par une solidarité accrue et des disciplines librement consenties, de mieux lutter contre l'immigration clandestine, de donner toute son ampleur à la préservation de l'environnement, de combattre efficacement ou plus efficacement les agressions modernes que sont le terrorisme, la drogue, la criminalité et leurs réseaux financiers. Aux jeunes, l'Europe offrira un champ d'initiative et de liberté où ils pourront se mouvoir, s'exprimer, se comprendre dans leur diversité, se former plus intensément aux nouveaux métiers, aux nouvelles technologies, trouver plus facilement un emploi. La France tiendra ses engagements européens. Elle les tiendra avec lucidité et avec pragmatisme. Et, fort du soutien des Français, j'y veillerai. Elle le fera parce que c'est son intérêt. Comment imaginer que tout ce qui a été édifié depuis 40 ans puisse être remis en cause ou mis en veilleuse sans qu'il en résulte des dommages irréparables pour notre pays? Elle le fera parce que c'est aujourd'hui la meilleure façon de servir notre pays, notre patrie, à laquelle nous sommes tous charnellement attachés. Elle le fera parce que notre économie va mieux, que nous avons recréé les bases d'une bonne croissance et donc d'une amélioration de l'emploi. N'oublions jamais qu'elle ne pourra défendre ses intérêts que si elle est capable de parler d'une seule voix et d'une voix forte. Dans un instant, la réaction de Lionel Jospin qui est en duplex de Montpellier où il tient un meeting ce soir. Avant cela, tout de suite, un premier commentaire en direct de l'Élysée en compagnie de Philippe Aouar. Philippe, une intervention dans un contexte politique très particulier. Tout à fait. Donc le président Kohl est à Paris. Il vient d'arriver tout à l'heure à l'Élysée pour rencontrer Jacques Chirac. Le président de la République a donc délivré ce message à l'occasion de cette venue. Mais vous avez raison, personne ne peut s'y tromper. Le message s'adresse aux électeurs pour dire que seule la majorité actuelle peut conduire une politique européenne conforme aux intérêts de la France. Ces intérêts, insiste Jacques Chirac, commandent que la France soit capable de parler d'une seule voix et d'une voix forte. Entre les lignes, cela signifie qu'avec une cohabitation socialiste, cela ne marcherait pas, tant les arguments sont différents. L'Europe a été un élément clé, un argument clé de la dissolution. Eh bien aujourd'hui, le président recentre la campagne sur ce dossier européen qui devrait, dans son esprit, jouer un rôle moteur, un élément d'entraînement en faveur de la majorité.
Merci Philippe. Tout de suite en direct comme promis de Montpellier, Lionel Jospin. Bonsoir. Quel commentaire à chaud vous inspire cette déclaration présidentielle? Le président qui a pour souci de voir la France parler d'une seule voix au plan européen. Les commentateurs s'interrogeaient pour savoir si le président de la République réinterviendrait dans la campagne. Je crois qu'ils n'ont plus besoin de s'interroger. C'est fait. Et avant même de rencontrer le chancelier Helmut Kohl, Jacques Chirac a voulu décerner un message aux Français en période électorale. J'ai retenu une phrase particulière qui nous était à tous destinée. La France devra parler d'une seule voix dans l'Europe. Je peux répondre très clairement sur la forme et sur le fond. Sur la forme, il est évident qu'en cas de cohabitation, la France parlerait d'une seule voix en Europe après 1997, comme elle l'a fait entre 1986 et 1988 et entre 1993 et 1995. Quant au fond, à partir du moment où je vois que progressivement la plupart des leaders de l'ex-majorité, fort divisés sur la question européenne, semblent venir sur les conditions que nous avons proposées pour le passage à l'euro, mais aussi pour la réussite de l'euro, présence de l'Italie et de l'Espagne dès le début, gouvernement économique face à la Banque centrale, pacte de croissance, un euro suffisamment fort mais pas surévalué par rapport au dollar, je ne vois pas ce qui, sur le fond, pourrait en principe empêcher que nous parlions d'une seule voix. Lionel Jospin, nous vous retrouverons dans une petite demi-heure en compagnie d'Arlette Chabot pour évoquer les autres grands thèmes de cette campagne, et cela à 5 jours du premier tour. C'est un procès exemplaire qui s'est ouvert aujourd'hui à Béthune, celui de 2 anciens directeurs d'une usine métallurgique où 11 ouvriers avaient été tués à la suite de 2 explosions en juillet 93 et janvier 94. Anne Mourgue et Dominique Mass ont recueilli le témoignage du seul ouvrier survivant de la première explosion. Ce procès, Latif Kolak l'attend depuis 4 ans. Brûlé sur 95% du corps, il travaillait à l'usine Métal Europe au moment de la première explosion. Greffe, hôpital, handicap, depuis ce 16 juillet 93, sa vie n'est plus qu'un long calvaire. Oh non, on ne peut pas l'oublier. De toute façon, tous les matins, quand je me regarde, je ne l'oublie pas. Hein. Je me vois brûler, et puis quand je me déshabille aussi, ça aussi, je le vois. C'est pas un truc qu'on peut oublier, une cicatrice qui s'en va. Moi, ça ne va pas, elle reste à vie. Hein. Ouais. Tous les jours, on se dit, je suis comme ça, pourquoi? On ne sait pas les causes, on ne sait rien du tout, quoi. On se demande, on se dit, j'ai rien fait, et puis je suis comme je suis, quoi. Voilà. Juillet 93, Latif Kolak vient d'arriver à Métal Europe. Une explosion dans un atelier ravage une partie de l'usine. Le bilan est lourd, 11 morts, il est le seul rescapé. 6 mois plus tard, au même endroit, une deuxième explosion fait cette fois 1 mort. Les experts judiciaires mettent en cause la sécurité dans l'entreprise. Intérimaire, Latif Kolak n'avait pas été formé pour ce travail. Personne ne lui avait parlé des dangers. Aujourd'hui, pour lui, ce procès doit servir d'exemple. La famille souffre par rapport à ce qui s'est passé. J'espère que les familles aussi comme moi voudraient savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Et puis peut-être que ça ne sera pas un soulagement, quoi. Mais moi, ils sauront pourquoi les causes, quoi. C'est ce que j'entends, c'est tout. Puis bon, que ça se produit plus, quoi. Vous en voulez à quelqu'un? Ah oui, j'en veux. C'est tout. Qui? J'en veux à quelqu'un, c'est tout. Latif Kolak refusera de dire s'il pense que le drame aurait pu être évité, s'il juge les directeurs de l'usine responsables. Malgré sa douleur, il dira juste que c'est à la justice de trancher. À Air France, une partie des pilotes se refuse à voter blanc. 6 syndicats ont lancé un appel à la grève durant 4 jours afin de protester contre les projets salariaux du PDG Christian Blanc. Au total, la moitié des vols courts et moyens courriers ont été assurés aujourd'hui. Il devrait en être de même demain. Le point tout de suite avec Pascal Gueulemer et Yann Jiquel. Décollera, décollera pas, l'ambiance était à la loterie aujourd'hui à Roissy comme à Orly. C'est une fois sur place que les passagers découvraient s'ils étaient gagnants ou perdants. On attend qu'ils vont demander à l'équipage du vol précédent s'ils veulent faire grève. S'ils font grève, ils annulent le vol. S'il n'y a pas de vol là, moi je peux rembourser mes billets, puis je rentre à la maison, et puis une autre fois je prendrai une compagnie étrangère. Voilà. La direction du groupe Air France affirme avoir tout de même assuré 50% de ses vols en France et en Europe et 100% des longs courriers. Mais ce qui est important pour elle ce soir, c'est avant tout d'avoir conclu un accord sur les salaires d'embauche des jeunes pilotes, l'objet du conflit, avec un syndicat minoritaire en grève. Ah bon, vous venez du comptoir J?
Chacun a fait un pas vers l'autre. Le syndicat a accepté l'idée d'une nouvelle échelle de rémunération et d'une échelle de rémunération sur le modèle de British Airways, ce qui était très important. Et nous, de notre côté, nous avons accepté de faire un traitement particulier pour les stagiaires dont la formation avait été interrompue en 92 et qui attendent donc depuis 4 à 5 ans leur intégration à Air France. Concrètement, ces jeunes pilotes qui attendent percevront 320 000 francs par an. C'est beaucoup mieux que la première proposition de la direction qui veut en embaucher 450 en 3 ans. Pour le syndicat majoritaire, pas question pour autant d'arrêter la grève. Cet accord, il représente une petite concession, c'est-à-dire une légère amélioration du seuil d'embauche, mais maintient et réaffirme le principe de la double échelle de rémunération. Et c'est bien sur ce point que nos divergences sont importantes. Alors que font les pilotes demain? Prudente, la direction prévoit les mêmes perturbations qu'aujourd'hui. Des centaines de producteurs de lait ont occupé ce matin une dizaine de centrales d'achat. Cela pour protester contre la baisse des prix dont ils rendent responsable la grande distribution. Ces opérations coup-de-poing se sont déroulées un peu partout en France, notamment dans l'ouest du pays. Les manifestants réclamaient la tenue d'une table ronde avec les pouvoirs publics. Réponse positive du ministre de l'Agriculture, Philippe Vasseur, qui réunira dès demain l'ensemble des responsables de la filière lait. Du coup, les syndicats ont appelé à la suspension de ce mouvement. Reportage Jacques Deveau, Michel Hiver. Michel Bouvet est éleveur dans la région de Rennes. En ce moment, on lui achète le litre de lait 1,73 francs, prix de base. L'an dernier, une baisse de 2 centimes lui a coûté 8 000 francs de revenus. Il ne peut accepter une nouvelle baisse, car sans cesse, il faut améliorer la qualité du lait et le coût de l'alimentation animale grimpe. On a eu en gros 50% d'augmentation sur nos tourteaux de soja, entre autres. Et ce qui est dommage, c'est qu'on voit nos charges augmenter. Et à côté de ça, c'est vrai, on voit notre litre de lait sans arrêt baisser au niveau du prix. Et à côté de cela, on nous demande une qualité de plus en plus importante. Et cette qualité-là, aujourd'hui, on trouve qu'elle n'est pas suffisamment rémunérée. Aussi, à l'heure du laitier, Michel était avec ses collègues de la région de Rennes. Toute la matinée, ils ont bloqué les accès d'un hypermarché de la ville. Les agriculteurs attendent en effet que la grande distribution réduise ses marges afin de mieux rémunérer les producteurs. Nous sommes d'accord pour augmenter le prix du lait, à condition que ce prix soit le même pour tout le monde. Et la deuxième chose, la deuxième condition qui est essentielle, c'est que tout le monde se retrouve autour de la table à 3, c'est-à-dire les producteurs, les transformateurs et la grande distribution. On ne peut pas faire plus, rétorquent les industriels laitiers. La consommation intérieure stagne, les aides européennes diminuent. Pour les industries laitières, dans un contexte général de déflation, les prix français doivent s'aligner. Si en France le prix du lait est resté à peu près le même depuis 1992, il n'en a pas été de même dans d'autres pays. On peut citer l'Allemagne, on peut citer les Pays-Bas, on peut citer le Danemark, où les baisses de prix du lait aux producteurs ont été de l'ordre de 5 à 10% depuis 1992. À ce jeu de mistigris, les agriculteurs ont tout de même gagné une partie. Demain, le ministre de l'Agriculture va réunir une cellule de crise. Producteurs, grandes surfaces et transformateurs seront autour de la table. Reste à trouver une solution. Chronique judiciaire fournie ce soir avec tout d'abord l'ouverture à Carpentras du procès à huis clos de 2 hommes accusés d'avoir abusé d'une fillette de 11 ans au cours d'une réunion du mouvement raëlien, un groupe considéré comme une secte par le rapport parlementaire de 1995. Reportage Yannick Aroussi, Gérard Gallion. Pour Otto Brozin et Sylvain Chrétien, la défense est simple. Ils nient en bloc avoir violé Mélanie, âgée de 11 ans au moment des faits. Brozin a même un alibi. Il se trouvait, dit-il, dans le Tarn, dans ce centre raëlien. Brozin est en effet un adepte de la secte de Raël, fondée par cet homme, un ancien journaliste sportif. On y parle de méditation, d'orgasme cosmique et d'éveil de la sexualité chez les adolescents. Les enfants ont besoin de contact physique. Il n'a jamais été écrit, regardez bien les pages du livre, de contact sexuel. Mais là, les gens disent « Ah là là, c'est affreux, ils masturbent les enfants ». Pas du tout. Bien sûr, il s'agit aujourd'hui de juger 2 hommes pour viol et la mère de Mélanie pour non-assistance à personne en danger. Mais la secte Raël est omniprésente. Tout ça n'est pas innocent. Si on en est arrivé là, si on en est arrivé à un viol dans le cadre de ce dossier, eh bien, cette idéologie, il trouve sa place. Et on a pris ce procès pour faire le procès de la secte. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, nous sommes dans une affaire criminelle d'une enfant qui vient vous dire un 14 et un 15 janvier 1995, j'ai été violée. Eh bien, il faudra démontrer effectivement qu'il y a eu viol. Je ne la crois pas. Pendant 4 jours, experts et témoins vont se succéder à la barre. À la demande des parties civiles, les débats se déroulent à huis clos.
La parole des 3 accusés contre celle de Mélanie, le tout sur fond de mouvements sectaires et de querelles familiales. Les jurés de Vaucluse devront dire vendredi, selon leur intime conviction, si Mélanie a été violée par Brozin et Chrétien chez sa mère lors d'une soirée vidéo. À Rouen, reprise du procès de Jean-Marc Deperroy, accusé d'avoir tué la petite Émilie avec du sirop de josacine empoisonné au cyanure. La déposition aujourd'hui d'un expert en toxicologie n'a guère permis, semble-t-il, d'éclairer les jurés. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Vincent Maillard. Paradoxe de ce procès, Deperroy est le grand absent de ces audiences, à tel point qu'on ne l'a toujours pas entendu s'exprimer sur les faits. On le sent fatigué, tendu, à bout de force, à tel point qu'à l'heure du déjeuner, il a fait un léger malaise, chute de tension. Mais il veut que son procès aille jusqu'au bout. Il a été en état d'assumer pendant 3 ans, malgré les charges minimes, on peut le dire, qui étaient retenues contre lui. Il tient absolument à ce que ces débats complètent sa proclamation d'innocence. Deperroy s'est débarrassé de son cyanure plusieurs jours après les faits. Les experts n'ont donc pu qu'analyser un cyanure comparable à celui que l'accusé s'est procuré. Dans 2 lots sur 7, il y a des impuretés similaires à celles relevées dans le flacon de josacine empoisonné. Deuxième énigme, vu la couleur brunâtre du mélange cyanure-josacine, cela suppose que Deperroy ait chauffé durant 12 jours à 50 degrés la solution. Or, la défense constate que l'accusé n'a pas d'étuve dans son entreprise. Enfin, l'eau utilisée par l'accusé présente également des similitudes avec l'eau qui aurait été utilisée pour préparer la solution aqueuse de cyanure. Ainsi, après 80 témoins qui n'ont rien vu, les débats s'achèvent avec des expertises non déterminantes mais troublantes. Conscient de sa responsabilité, l'expert est très prudent. Il dit « c'est possible, mais jamais c'est certain ». Les jurés voudraient des certitudes, ils n'ont que des similitudes. À Marseille, reprise du procès dit des comptes de l'OM, avec une vraie surprise au détour d'une question du président du tribunal. Bernard Tapie a en effet révélé la provenance de l'argent qui avait servi lors de la corruption des joueurs lors du match VAOM. Sur place, Thierry Curté, Jean-Claude Elfassi. Y a-t-il dans ce dossier des actes de corruption? Ce fut la question centrale de la journée. À la barre, Jean-Pierre Bernès. Il confirme que pour lui, des joueurs grecs ont été achetés grâce à de fausses factures. Le président tente de lui faire apporter des précisions. Jean-Pierre Bernès refuse. Le face-à-face est tendu. 25 minutes autour de la même question, les yeux dans les yeux, avant que Jean-Pierre Bernès ne lâche. En ce lieu, à Marseille, je pense que vous comprendrez que je ne puis aller plus loin. Jean-Pierre Bernès pense à sa sécurité. Bernard Tapie monte alors au créneau. Il renverse la situation et explique que c'est lui qui fut la victime avant la demi-finale contre Benfica en 90. Un intermédiaire grec, Karageorgis, lui propose d'acheter l'arbitre, 100 000 $ et les juges de touche pour la moitié. Bernard Tapie refuse, l'OM perd le match sur une main, porte plainte et fait radier Karageorgis. Ce grec bien mystérieux aurait dû se trouver dans le box des accusés aujourd'hui, car aux yeux de la justice, il était le faux facturier de l'OM. Ce qui, me semble-t-il, vient détruire de manière définitive toute idée selon laquelle M. Tapie pourrait être le compère de M. Karageorgis enfin. Si vous avez un bon compère qui travaille bien pour vous, vous fait des bonnes fausses factures, vous allez le dénoncer? L'absence de ce faux facturier ne suffira pas à effacer tous les soupçons. Bernard Tapie, ce matin, au détour d'une phrase, a expliqué d'où venait l'argent de la corruption VAOM. Des recettes en liquide de la finale contre Milan. La vérité, 4 ans après le procès. Les affaires suite avec une deuxième mise en examen pour Xavier Dugouin, sénateur RPR et président du Conseil général de l'Essonne, mis en cause par la justice ainsi que son épouse pour une affaire de salaire présumé fictif. Précision Olivier Caroff. Deuxième mise en examen en moins de 6 mois, Xavier Dugouin intéresse de plus en plus la justice. Sénateur RPR, président du Conseil général de l'Essonne, il s'était déjà retrouvé devant un juge d'instruction pour avoir embauché pendant quelque temps Xavier Tibéri. 200 000 francs en échange d'un rapport à l'intérêt contesté. Mais la femme du maire de Paris n'était pas la seule collaboratrice de cabinet à n'avoir jamais mis les pieds à Évry. La femme de Xavier Dugouin, elle non plus, n'avait ni bureau ni ligne téléphonique au Conseil général. Sa mission, s'occuper du courrier de son mari et du suivi de projets sociaux et humanitaires. Pendant plus de 2 ans, elle a touché 23 000 francs par mois sous son nom de jeune fille. Souci de discrétion ou salaire fictif, Xavier Dugouin ne fait ce soir aucun commentaire. Politiquement, c'est un coup dur. Déjà en mars dernier, une partie de sa majorité, RPR et UDF, lui avait demandé de démissionner en cas de nouvelle mise en examen. Il était alors question de personnel de maison et de voyages privés payés par le département. Xavier Dugouin avait simplement rappelé la présomption d'innocence. En clair, pas de condamnation, pas de démission.
Laurent Désiré Kabila vient d'atterrir il y a quelques minutes à l'aéroport de Kinshasa, cela 4 jours après l'entrée de ses troupes dans la capitale de l'ex-Zaïre. Les 7 mois de guerre, qui ne voulaient pas dire son nom dans ce pays, ont fait des dizaines de milliers de morts ou de disparus. Un terrible doute pèse sur le sort de près de 200 000 réfugiés rwandais, victimes de la stratégie d'extermination lente des forces de Laurent Kabila. Chiffre publié dans un rapport établi par les responsables sur place de l'organisation Médecins sans frontières. Bernard Lebrun. C'était il y a 2 jours sur le fleuve Zaïre, une barge jaillit de nulle part, avec à son bord un groupe de 300 personnes. Des femmes et des enfants surtout, ce sont les tout derniers réfugiés retrouvés dans le nord du pays. Épuisés, décharnés, déshydratés, mais vivants. Leur périple est celui des 190 000 disparus. Ils ont survécu entre collines et forêts à 2 guerres et parfois plus de 3 années d'errance sur les pistes du Zaïre. Tout a commencé au Rwanda. Lors du terrible génocide des Tutsis, 1 200 000 Hutus fuient le pays. Sur le sol zaïrois, de gigantesques campements accueillent les survivants de ce premier grand exode. Les camps se multiplient, les incidents militaires avec. Cachés parmi les réfugiés, des massacreurs Hutus. Armés, ils imposent leurs lois et combattent les Banyamulenge, une minorité Tutsi qui précisément vit ici, au Kivu, dans l'est du Zaïre. Automne 1996, après l'opération turquoise et la normalisation au Rwanda, commence le grand retour, à pied. Un peuple en marche, courageux, qui surprendra le monde. 900 000 réfugiés Hutus repassent ainsi la frontière. Trop tard pour les autres, de gré ou de force, ils fuient les camps. Ils sont pris dans la tourmente de l'offensive des troupes de Kabila, qui s'est alliée avec les Banyamulenge. Cette fois, c'est la déroute. Les plus valides atteignent au sud l'Angola, au nord le fleuve Congo, mais au Zaïre, 190 000 disparaissent. Ils sont soit morts, comme vous le dites, massacrés par des troupes, soit ils sont morts de faim, ou ils sont morts de maladie, ou alors ils sont encore complètement dispersés dans les forêts, sans assistance, et dans des situations qui doivent être extrêmement dramatiques actuellement. Malgré de multiples témoignages de massacres, cette situation n'émeut plus personne. Les réfugiés, ces naufragés de l'histoire, un problème pas important, selon M. Kabila. Et maintenant des images, hélas presque habituelles, du passage d'un nouveau cyclone sur les îles et régions côtières du Bangladesh. Un premier bilan officiel fait état de 70 victimes, mais certains témoignages évoquent le chiffre d'au moins 500 morts. Plus de 100 000 habitations ont été endommagées dans la seule banlieue de la ville portuaire de Chittagong. Instruites par l'expérience, les autorités du Bangladesh avaient procédé à l'évacuation d'1 demi-million de personnes. En 91, une catastrophe similaire avait coûté la vie à quelques 140 000 personnes au Bangladesh. Alors que Jean-François Clairvoy évolue actuellement à bord de la navette américaine Atlantis, un autre Français, Léopold Eyarts, s'apprête à partir dans l'espace en compagnie de 2 spationautes russes à bord de Mir. Départ prévu au mois d'août. Visite guidée de cette station orbitale en compagnie de nos envoyés spéciaux Romuald de Bonan et Claude Sicard qui ont pu pénétrer dans le simulateur de vol destiné aux entraînements. Officiellement, Mir devait prendre sa retraite en 1991 après 5 années de service. Mais entre-temps, les Russes ont décidé de la rentabiliser au maximum, de l'utiliser 3 fois plus longtemps que prévu, un optimisme peut-être excessif. Depuis quelques mois, les défaillances se multiplient. Des fuites dans le système de refroidissement et même un incendie en février dernier dans le système de fabrication d'oxygène du module principal. Dans le simulateur Mir, la réplique exacte de la station orbitale, les entraînements des cosmonautes ont dû être complétés pour tenir compte de ces aléas. Le Français Léopold Eyarts, qui retrouve Mir début août, a dû étudier la raison de ces pannes. D'abord, l'incendie dans le générateur d'oxygène. On enfile simplement la cartouche dans cet appareil, on referme ici. Et on déclenche la réaction chimique par percussion avec ce petit volant que vous voyez là. Et en février, lorsqu'ils ont fait ça, ça n'a pas marché? Alors ça a marché, ça a trop bien marché. En fait, si on peut dire, la cartouche apparemment était défectueuse et la réaction chimique qui normalement doit dégager une température d'environ 500 degrés s'est emballée, si on peut dire, et ce qui a déclenché un incendie.
Autre point critique, le système de refroidissement qui assure une température constante dans la station, des tuyauteries partout présentes dans les parois et qui commencent à fuir gravement. Alors toutes les fuites qui sont à l'intérieur de la station, l'équipage peut intervenir dessus, l'équipage peut les colmater. Par contre, évidemment, c'est plus difficile pour les systèmes qui se trouvent à l'extérieur de la station, c'est même, disons-le, impossible. Alors, on peut s'interroger sur la fiabilité de la station. Les Russes répondent, eux, que la sécurité des cosmonautes est totale. Mère Teresa était aujourd'hui au Vatican pour présenter au pape Jean-Paul II sœur Nirmala, une religieuse de 62 ans qui lui a succédé au mois de mars à la tête de son ordre missionnaire à Calcutta. Sœur Teresa, que d'aucuns ont baptisée la Madone des bidonvilles, était apparemment plutôt en forme malgré ses 86 ans et ses récents graves problèmes de santé. En France, les législatives, jour J-5 avant le premier tour, avant de partir en campagne avec certains candidats et de retrouver notre invité Lionel Jospin en duplex de Montpellier. Tout de suite, un rappel des propositions des uns et des autres concernant la lutte contre le chômage, de loin la préoccupation numéro 1 des Français. Laurent Bailly. La France est malade de son chômage. Le diagnostic est partagé par tous, mais personne n'est d'accord sur la médecine à administrer. À droite, le nouvel élan proposé par l'UDF et le RPR repose essentiellement sur la baisse des charges. Ce traitement doit donner de l'oxygène aux chefs d'entreprise et les inciter à embaucher plus de jeunes et de personnel peu qualifié. Principal bénéficiaire de ce programme, les petites et moyennes entreprises. À gauche, il est question de créer dans un avenir proche 700 000 emplois, moitié dans le public, moitié dans le privé. Le PS veut prescrire une thérapie à base d'aide publique et surtout de réduction du temps de travail. Selon lui, passer progressivement aux 35 heures, payées 39, devrait permettre de mieux partager les postes disponibles. L'objectif, c'est d'y parvenir pour l'an 2000. Baisse des charges à droite, réduction du temps de travail à gauche, il faudra de toute façon puiser dans les caisses publiques. Mais cette perfusion sera d'autant plus problématique que personne ne veut creuser les déficits ni alourdir les impôts. Tous parlent au contraire d'augmenter le pouvoir d'achat pour stimuler la consommation et donc l'emploi. En fait, dans les deux camps, on compte surtout sur un retour de la croissance pour endiguer le chômage. L'affrontement ne porte au fond que sur un seul point, la gauche veut rétablir l'autorisation administrative de licenciement. La droite ne veut pas en entendre parler. Parmi les quelques 6300 candidats et candidates pour ces législatives, Le Pen, Marie-Caroline, l'une des filles du président du Front National, qui affronte à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, le député RPR sortant, Pierre Bédier. Une campagne particulièrement tendue. Reportage Javi Tambert, France Vaillant. Marie-Caroline Le Pen contre Pierre Bédier, duel singulier entre un député RPR à la réputation musclée et un nom qui pèse en politique. Moi, mon premier souci, ça n'a pas été elle, ça a été surtout son père, en me disant que si papa venait tenir meeting à Mantes, ça risquait de provoquer quelques soucis pour le maire de Mantes. De Neuilly, où elle se présentait jusque-là à Mantes-la-Jolie, le décor a un peu changé. Ici, c'est entre deux gardes du corps et sous la surveillance permanente d'une patrouille de police que Marie-Caroline Le Pen fait campagne. Le Front National pour les élections législatives. Derrière elle, autre habitude, tout au long de la visite sur le marché, un cortège de militants anti-FR. Le Front National vous fait des gros sourires, mais vous prépare des lendemains très durs. Nous faisons une campagne démocratique, avec un programme démocratique, et ce genre de petites allusions grotesques nous laisse indifférents, je dois vous dire. Même un petit peu sourire parfois. Elle n'est pas venue rue Camposin encore. Parce qu'elle a fait la rue nationale il y a une semaine. Pierre Bédier semble inquiet. C'est que c'est votre fief, alors elle n'ose pas revenir par là. Même auprès de son électorat traditionnel, les petits commerçants du centre-ville, il réalise que le Front National aujourd'hui marque des points. Je leur explique que nos problèmes d'insécurité ne sont pas liés simplement à des problèmes d'immigration, contrairement à ce que veut faire croire le Front National. Car Mantes-la-Jolie, ce pourrait être une nouvelle percée pour le Front National. Cocktail idéal pour l'extrême droite, la cité du Val-Fouré. Forte immigration, chômage record, le souvenir des émeutes il y a 6 ans. Ici, la candidature Le Pen est prise au sérieux, y compris par la gauche. Si la situation n'est pas bonne, nous ferons tout pour que, en aucune façon, le Mantois soit représenté à l'Assemblée nationale par une candidate Front National. Donc ça peut être un front républicain contre Madame Le Pen?
Oui. Votre père ne s'est pas présenté aux législatives, vous vous présentez, c'est pour qu'il y ait un ou une Le Pen dans ces législatives? Ah non, ça s'est pas passé comme ça. C'est pas c'est pas la monarchie, hein, ça se passe pas comme ça. Non, écoutez, mon père n'a pas été candidat parce que lui, il est candidat dans 577 circonscriptions, c'est son choix. Ça, c'est le tribunal qui en décidera. Voilà, très bien, en attendant. 11 prétendants se disputent le siège aujourd'hui tenu par Pierre Bédier. De temps en temps, les deux candidats vedettes se croisent, sans chaleur excessive. Bah dites donc, c'est une bonne idée de venir boire un café ici. En compagnie de Guy Druck, le ministre des Sports Alain Juppé a visité ce matin le chantier du futur Grand Stade en Seine-Saint-Denis. Près d'un an avant le début de la Coupe du Monde, le Premier ministre a voulu délivrer, je cite, un message d'encouragement et de mobilisation, notamment en direction de la jeunesse. Alain Juppé a également précisé que l'État serait très favorable à ce qu'un éventuel excédent financier dégagé par cette Coupe du Monde permette de réaliser de nouveaux équipements dans les quartiers difficiles. Comme promis, nous retrouvons Lionel Jospin qui est en duplex de Montpellier en compagnie d'Arlette Chabot. Rebonsoir. Nous avons évoqué en début de journal la déclaration de Jacques Chirac sur la politique européenne de la France. Selon vous, ce type d'intervention est-il de nature à peser ou non sur cette campagne législative ? Je crois qu'il ne sert à rien de toute façon de peser ou de tenter de peser sur les Français si c'était l'objet de cette intervention, parce que les Français se prononceront librement dans cette élection législative. Vous disiez tout à l'heure, Lionel Jospin, que les positions sur l'Europe s'étaient rapprochées pendant cette campagne. Alors est-ce que c'est Philippe Séguin qui est devenu plus européen ou c'est le Parti Socialiste et vous qui l'êtes moins? Vous avez raison de parler de Philippe Séguin, parce que entre Philippe Séguin, Charles Pasqua, Bayrou, Juppé, on avait du mal à connaître quelles étaient les positions exactes du RPR et de l'UDF sur les questions européennes. Et ce que j'ai constaté progressivement, c'est que les conditions que nous avons définies pour le passage euro, au fond la conception de l'Europe que nous définissons, qui doit être plus équilibrée, qui doit prendre plus en compte les intérêts de la France, eh bien, est en train de rallier, au fond, les différents leaders de l'ex-majorité. Alors je crois que nous avons fait sur ce point œuvre utile dans cette campagne législative. Et vous pouvez dire, comme le président de la République ce soir, les engagements européens seront tenus si la gauche gagne ces élections législatives? Les engagements européens, bien sûr, à condition de ne pas oublier que les engagements de l'Europe vis-à-vis de ses peuples, c'est, comme le rappelle le traité de Rome, la croissance, l'emploi, le progrès économique et social, le recul des inégalités. C'est ça l'engagement de l'Europe vis-à-vis des peuples, sinon l'idée européenne continuera à reculer auprès des peuples d'Europe, et y compris du peuple français. C'est ce que je ne veux pas, justement parce que je suis européen. La France doit parler d'une seule voix. Vous avez dit tout à l'heure que ça ne posait pas de problème, mais ce sera quelle voix? Ce serait, en cas de cohabitation, la vôtre ou celle du président de la République dans un Conseil européen? Ça sera la voix de la France, naturellement. Il me semble avoir aperçu dans le passé, entre 86 et 88, Édouard Balladur et François Mitterrand dans un certain nombre de sommets européens, puis François Mitterrand et Jacques Chirac dans un certain nombre de... non, c'est l'inverse, pardon, excusez-moi. Jacques Chirac et Mitterrand d'abord, puis Balladur et Mitterrand ensuite, entre 93 et 95. Et ils étaient deux. Personne ne s'est posé la question de savoir quelle voix s'exprimait, parce que c'était la voix de la France qui s'exprimait en respectant les prérogatives que la Constitution fixe pour les pouvoirs du président de la République et pour les pouvoirs du gouvernement. Et ça veut dire donc, pour que les choses soient claires, qu'à gauche, c'est bien la position du Parti Socialiste qui a la priorité et devront s'aligner sur votre position, vos partenaires de la gauche? Je ne sais pas pourquoi vous tenez à poser les problèmes en termes d'alignement. Ça n'est pas psychologiquement et intellectuellement mon approche. Nous avons fixé des conditions au passage à la monnaie unique. Je pense que ces conditions rassemblent. Il semble avoir entendu récemment Jean-Pierre Chevènement, de façon positive, qui connaît mon attitude et ma position, et même Robert Rue, dire que, au fond, il se reconnaissait un peu dans l'approche qui est la nôtre. Comme cette approche est en train de gagner, si finalement, sur ces conditions, qui sont à la fois les conditions du passage à la monnaie unique, mais les conditions, à mon sens, de la réussite de l'euro et même de la réussite de l'Europe, on peut réaliser, à partir de ce que nous avons proposé, une sorte de consensus. Effectivement, la France n'en sera que plus forte pour se faire entendre dans l'Europe, à condition, bien sûr, de se faire entendre. Alors, si on revient sur le programme économique, vous dites cet après-midi dans une interview au journal Le Monde, en évoquant la conférence salariale qui devrait se tenir en cas de victoire de la gauche, qu'on ne pourra pas, il faudra expliquer qu'on ne pourra pas à la fois réduire le temps de travail avec le maintien du salaire, augmenter les salaires directs et essentiellement embaucher en même temps, en même lieu. Est-ce que vous êtes en train d'amorcer un virage ou expliquer que ce sera plus compliqué qu'on l'imaginait en vous écoutant il y a quelques semaines? Non, pas du tout. En même temps,
et dans le même lieu. Dans le même lieu, ça veut dire quoi? Dans les lieux de production, dans une entreprise donnée. Il est clair que si on fait une diminution de la durée du travail, ce qui est notre objectif et ce que nous ferons, et dans le cadre des objectifs que nous fixons, il y aura des négociations entre les chefs d'entreprise et les syndicats. Si dans cette entreprise, on baisse la durée du travail en maintenant le pouvoir d'achat, il ne paraîtrait pas raisonnable, sur une période brève, d'envisager en plus d'augmenter le salaire dans cette entreprise, à partir du moment où le salaire horaire augmentera forcément puisque la durée du travail diminuera. Et c'est donc sur 5 ans que ces objectifs visant à diminuer le temps de travail, à créer des emplois et à faire augmenter la part des salaires dans le revenu national dont tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'elle est insuffisante, et comme elle est insuffisante, que la demande et la consommation en France ne sont pas assez fortes, c'est sur une période plus longue, de plusieurs années, que ces différents objectifs pourront être atteints. Et ça repose sur une politique qui va créer plus de croissance, parce que sans plus de croissance, on ne créera pas d'emploi. La diminution du temps de travail ne peut y suffire. Donc il est faux de dire qu'à la veille de l'échéance, le Parti socialiste fait davantage preuve de réalisme qu'il y a quelques jours. Je pense que nous restons tout à fait en cohérence avec ce que nous disons. Comme vous nous harcelez de questions, ce qui est bien votre rôle, nous nous efforçons de préciser les points, mais la position, à mon sens, ne change pas. Et je crois au contraire que la cohérence de nos propositions économiques, si on ne les réduit pas au programme emploi jeune, qui est d'une autre nature, qui n'est pas de caractère à proprement parler économique, mais qui est destiné pour les emplois publics en particulier, de caractère public, à répondre aux drames qui existent dans une partie de la jeunesse, celle en particulier qui ne sort pas avec une formation du système scolaire ou qui a des difficultés dans les quartiers. Eh bien, si on met à part ce programme qui a un autre sens, mais qui est à mon sens absolument nécessaire, et nous en avons précisé les financements, je crois que commence à apparaître au contraire la cohérence de nos propositions de politique économique. Il faut sortir de la croissance lente, au niveau français comme au niveau européen. C'est la seule chance d'avenir pour le pays. Alors précision, vous dites que sur France Télécom, vous consulterez les salariés de France Télécom sur la privatisation. C'est-à-dire que vous organiserez un référendum? Non, mais j'entends dire que la première évolution qui a été faite, et notamment la possibilité de distribuer des parties du capital au personnel, d'un personnel dont je rappelle que dans les dernières prises de position qui étaient les siennes, il était totalement hostile à la privatisation de France Télécom. On est en train de nous dire qu'en fait, il s'interrogerait ou commencerait à se rallier à cette position. Je voudrais savoir ce qu'il en est. Effectivement, je voudrais lever cette hypothèque. Et puis, il faudrait peut-être prendre un peu l'habitude de consulter les gens là où ils sont. Ce qui ne veut pas dire que c'est les salariés de France Télécom qui décident ou ne décident pas. La décision appartient à qui au bout du compte? C'est au gouvernement ou c'est les salariés de France Télécom? Absolument. Il faut consulter les acteurs, il faut consulter ceux qui sont concernés dans leur propre vie. Et le gouvernement actuel aurait bien fait de s'inspirer de cette méthode. Il aurait eu moins de conflits sociaux qu'il n'en a eu. Et ma méthode sera celle du dialogue. Et ensuite, les pouvoirs publics vont prendre leurs décisions. Et ça relèverait de leurs responsabilités. Alors, Denis Jospin, depuis le début de la campagne, on dit d'un côté, vous, il y a un choix de civilisation. Dans la majorité sortante, on dit c'est un choix de société. Au fond, on a l'impression que les Français ont trouvé que cette campagne manquait un peu de souffle, manquait d'envergure, on est à 2 ans de l'an 2000 et on trouve que c'est un peu technique cette campagne. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que quand vous m'interrogez sur le statut de France Télécom. Mais je pourrais dire aussi que vous interprétez peut-être la pensée des Français. On ne leur a pas facilité les choses, honnêtement. Une dissolution qu'ils n'ont pas comprise, une campagne extrêmement courte, 3 ponts pendant cette campagne. Pour un certain nombre de Français, ce n'était pas favoriser les meilleures conditions pour voter. Je crois que les Français sont en train, notamment les indécis, qui maintenant, à la sortie de ce pont de Pentecôte, vont se concentrer sur le vote qui va venir dimanche, ont l'occasion de s'exprimer. Nous leur proposons un pacte pour l'avenir, un pacte pour l'emploi, nos propositions sont connues, un pacte pour la jeunesse et l'avenir du pays, priorité à l'éducation, priorité à la recherche, un pacte sur la qualité de la vie, prise en compte des problèmes quotidiens des gens, dans les logements, dans les quartiers dégradés, un pacte sur la sécurité des biens et des personnes, mais aussi la sécurité du toit, la sécurité du logement, la sécurité sociale. Et je pense que c'est par rapport à cela, par rapport à ce pacte que nos 577 candidates et candidats proposent dans le pays, que les Français se détermineront. Et donc, s'ils veulent changer de gouvernement, il faut qu'ils changent de majorité. S'ils ne veulent plus avoir Alain Juppé, il faut qu'ils changent de majorité.
Et ils amorceront alors le changement qu'ils souhaitent vraiment. Ils ne peuvent le faire, à l'évidence, qu'avec nous. Lionel Jospin, un tout dernier mot, parce que nous allons devoir nous interrompre, parce que nous sommes tenus à de rigoureux équilibres chronométriques. Un tout dernier mot, Alain Juppé, au tout début de campagne, il avait dit que ça serait une campagne brutale et joyeuse, alors qu'au côté brutal, on peut en discuter. Est-ce qu'au moins, vous avez aperçu le côté joyeux? J'ai pas eu l'impression qu'il a terminé de façon tout à fait joyeuse. Moi, je la poursuis, comme je l'avais indiqué au début, de façon sereine, convaincue, et donc, j'espère aussi convaincante pour les Français. En tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est que si les Français nous font confiance, nous sommes prêts à agir. Merci Lionel Jospin, vous étiez, je le rappelle, en direct, en duplex avec nous de Montpellier, où vous tenez meeting ce soir. Demain soir, sur France 2, à la même heure et sur la même durée, nous recevrons Alain Juppé. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial à Kinshasa, Éric Monnier, qui va nous parler de l'arrivée, donc dans la capitale de l'ex-Zaïre, de Laurent Kabila. Éric ? Oui, effectivement, Bruno, Laurent Désiré Kabila vient d'arriver. Mais je voudrais d'abord commencer par une information extrêmement dramatique. Nous venons d'apprendre que 2 Français ont été tués ce soir à Kinshasa, 2 Français qui travaillaient ici, 2 Français qui ont été tués dans leur usine. Et par des hommes en armes, on n'en sait pas beaucoup plus. Le consul de France s'est rendu sur place. Nous en saurons plus sans doute dans les minutes qui viennent, mais je vous confirme, 2 Français ont été tués ce soir à Kinshasa. Laurent Désiré Kabila effectivement est arrivé il y a une demi-heure en provenance de Lubumbashi. Il est arrivé 4 jours donc après l'entrée de ces hommes ici dans la ville de Kinshasa. Il a été accueilli par les commandants de l'Alliance qu'il préside. Toute la journée, l'hôtel Intercontinental qui est le grand hôtel de Kinshasa avait reçu des délégations, des familles, quelquefois avec des enfants et beaucoup de bagages. Et sans doute parmi eux, certains membres de son futur gouvernement. Mais c'est un gouvernement qui n'est pas encore connu, donc on ne connaît pas encore. On croisait dans les couloirs de l'hôtel, nous y étions il y a encore quelques temps, des gens, nous savions que c'était des gens importants, mais on ne peut pas dire encore mettre un nom sur tel ou tel ministre. Laurent Désiré Kabila est donc arrivé ce soir. Il a choisi de le faire de nuit, ce qui est un petit peu étonnant de sa part. Nous on l'attendait de jour et on pensait qu'il allait être acclamé un petit peu partout dans les rues. Il a choisi de le faire de nuit, sans doute pour des raisons de sécurité. Vous voyez, car je vous rappelle la nouvelle, 2 Français ont été tués ce soir. Vous voyez que ces problèmes de sécurité existent encore à Kinshasa. Merci Eric Monnier. Nous reviendrons bien sûr sur ces doubles événements ce soir dans le dernier journal. Dans l'actualité également, le nouveau record de France de saut en longueur, record établi par Kader Clouchy hier lors d'une réunion à Albi, avec un saut de 8,28 m, soit 2 cm de mieux que le précédent record établi il y a 21 ans par Jacques Rousseau. À titre de comparaison, je vous rappelle que le record du monde est de 8,95 m. Il est détenu depuis août 91 par l'Américain Mike Powell. Un mot de tennis pour vous signaler un nouveau forfait pour le tournoi de Roland-Garros après Boris Becker hier. C'est André Agassi qui a déclaré forfait aujourd'hui en raison d'une blessure au poignet droit. Petit clin d'œil de la programmation, alors que la France est dans les affres électorales, sortie demain sur les grands écrans d'un thriller politique de et avec Clint Eastwood, Les Pleins Pouvoirs, l'histoire d'un cambrioleur témoin invisible du meurtre de la maîtresse du président des États-Unis par les 2 gorilles du dit président et que les services secrets vont bien sûr chercher à éliminer. Pascal Deschamps. Double casquette pour Clint Eastwood qui réalise et interprète un thriller classique et efficace. Aussi efficace que le best-seller dont il s'inspire. Sur le papier, l'intrigue déjà était alléchante. Un voleur professionnel assiste dans la maison qu'il cambriole à un meurtre. Le coupable, le président des États-Unis lui-même. Commence alors une course-poursuite pour cet homme que recherchent à la fois la police et les services spéciaux. Ce n'est pas moi qui ai tué cette femme. Je te supplie de me croire. Attendez, laissez-le s'installer. Il faut que tu me crois, Kate. Je crois que c'est bon. Ok. C'est un film basé sur le suspense et l'intrigue. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il a été tourné sans trucage. Si les gens sont encore attirés par ce genre de film, par les histoires, alors il leur plaira. Il a une fille, je crois. Vous tenez vraiment à faire ça, monsieur? Je crois qu'elle est procureure, non? Un procureur a tendance à poser des questions.
Peut-être qu'elle sait ce qu'il sait. Rondement mené et magistralement interprété, Les Pleins Pouvoirs est un divertissement de qualité. Les fans de la légende eastwoodienne retrouveront quant à eux le héros flegmatique, prêt à combattre seul l'injustice et l'arbitraire. Dernier journal Thierry Cloupeau. Dans un instant, la météo, Nathalie Rioué. Très très bonne soirée, merci.